Alors, je vais vous présenter un tout petit peu l'équipe. On va commencer par là. En plus, on a la chance d'avoir un panel mixte pour conclure. C'est super. Donc, Solène, qui est Chief Product Officer chez KissKissBankBank, donc la plateforme de crowdfunding, mais vous avez en plus deux autres plateformes, on pourra sûrement en reparler. Julie, qui est designer senior chez TM. Vous bossez pour différents clients. Toi, tu as aussi bossé pour Dailymotion, Deezer, donc tu as connu des grosses équipes aussi. Marc-Antoine, qui édite l'appli Leap, vous êtes 8, si je ne me trompe pas. Et Florent, tu es VP Product chez iAdvise, iAdvise, et vous êtes 55, mais 55, ça c'était la semaine dernière, la semaine prochaine vous serez 65, je dis 55 aujourd'hui. Ce qui m'intéresse rapidement, c'est de savoir, voilà, vous touchez tous au produit, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Malgré la taille, dites-nous rapidement en quelques phrases, qu'est-ce que vous faites au quotidien? On peut commencer par Solène. Bonjour, merci Maxime. Alors, effectivement, moi je suis CPO chez KissKissBankBank. Je suis arrivée en fait dans l'équipe pour justement construire le pôle produit. Parce que l'équipe est passée de 15 personnes à peu près 50 personnes en 6 mois. Et donc, j'ai eu la mission de réunir une équipe produit, de la construire pour mettre en place ensuite les process qui vont permettre justement de fluidifier tout ce qu'on fait en termes de développement produit. Rapidement, la répartition designer, développeur chez KissKiss, c'est... Alors donc dans le pôle produit, on est 5. On a 3 plateformes de financement et du coup on a un product owner par plateforme et 2 designers dans le pôle produit. Et le pôle tech, du coup, est composé de 12 développeurs. Ok, on reviendra sur ce qu'est un product owner juste après, mais ça donne une bonne idée à tout le monde. Moi, je suis Julie, je suis product designer en fait, dans un design studio qui s'appelle TM. Et en l'occurrence, je m'occupe du design de producthunt.com et d'une autre application qui s'appelle SoChat. Et je n'ai aucune idée de quelle était ta question. Pas de souci. Tu bosses avec Product Hunt. Vous êtes, d'une certaine manière, vous outsourcez le produit, le design pour ces boîtes-là. Chez Product Hunt, par exemple, vous avez bossé avec leurs designers et leurs devs ou vous avez tout géré? Alors en fait, il n'y a pas de design. Enfin, techniquement, je suis le designer de Product Hunt. Toute l'équipe, enfin une grosse partie de l'équipe de Product Hunt est en remote. Donc moi aussi, je travaille en remote pour l'équipe. Je suis en contact direct avec les développeurs et il n'y a pas de product manager, etc. C'est directement avec les fondateurs en fait, qu'on gère les missions produits. Voilà. Super. Alors nous, chez Leap, on est 8 et il y a 5 personnes qui sont dédiées au produit, donc 4 développeurs et un designer. Et moi, du coup, là, c'est un rôle un peu particulier parce que du coup, je suis CEO. Moi, mon rôle dans la boîte par rapport au produit, c'est en fait d'analyser toutes les datas qu'on a chaque semaine et de fixer un peu les métriques phares sur lesquelles il faut qu'on travaille. Donc, en gros, moi, concrètement, tous les lundis, je vais faire une réunion devant toute la team pour leur dire notre objectif sur 3 mois, c'est ça. On doit atteindre tel chiffre sur telle métrique, ça peut être la rétention, l'acquisition, etc. Et du coup, je drive les équipes aussi bien acquisition et produit que sur ces métriques-là. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Florent, je suis responsable produit chez iAdvise. Je suis arrivé il y a 3 ans en tant que product manager. On était 13 avec une équipe produit de 4 personnes. Aujourd'hui, au global, on est 180 dans la boîte. Et on a une équipe produit de 55 personnes. La répartition, globalement, c'est une douzaine de personnes, product manager, designer, data science, et 43 personnes, du coup, sur les aspects plus tech, développeurs, infra. Voilà. Ce que je fais au quotidien, globalement, c'est beaucoup de recrutement, du coup. Beaucoup de temps passé avec les équipes, à la fois sur la partie design, sur l'organisation, et sur essayer de transmettre la vision aux équipes, voilà, sur le produit. Super, on reparlera justement du recrutement de l'équipe produit et comment il a évolué ou il évolue selon la taille de votre structure. Je rebondis juste sur ce que tu disais au niveau tu parlais des métriques, de les regarder. C'est quoi les outils que vous utilisez, vous, en PM? Je pense que tout le monde identifie assez facilement les plateformes, les outils qu'on utilise quand on est designer ou dev. On va parler en technologie, ou on va parler en logiciel, en sketch ou autre. Un PM ou quelqu'un qui est responsable du produit, qu'il soit CPO ou VP, il fait quoi au quotidien? Quel logiciel il va utiliser? Comment il organise son équipe? Vous passez votre journée sur quelle tabs?
Il y a, je pense, la première sorte d'outils, c'est vraiment les outils d'analyse d'usage de ce qui se passe dans le produit, pour comprendre un petit peu comment il est utilisé. Donc des produits, après, il y en a des outils, il y en a énormément. Ça peut être du Mixpanel, Kissmetrics, des choses comme ça. Des outils de gestion de projet pour organiser un petit peu le travail des équipes. Si on doit citer des noms, voilà, nous on utilise Jira par exemple, toute la suite Atlassian chez nous, un petit peu de Trello, un petit peu de Google Drive aussi tout simplement. Voilà, après chaque équipe aussi peut utiliser ses outils. Voilà, en tout cas sur le métier de PM, vraiment c'est principalement analyse d'usage, organisation de projet. Et pour tout ce qui est collaboration en design, on utilise InVision, qui est un outil qui permet de collaborer entre designers, développeurs et PM. Ça, c'est pour les outils quand on est tous physiquement dans les mêmes bureaux ou dans la même équipe. Est-ce que tu vois une différence, Julie, en travaillant avec les clients? Est-ce que tu dois gérer les clients avec d'autres outils, moins Non, en fait, on a pratiquement le même flow. On utilise Trello, on utilise InVision. Principalement pour communiquer, on est tout le temps connecté sur Slack. On a des channels différents en fonction des différents projets, des différentes équipes, pour ne pas trop créer de confusion dans les conversations générales et surtout pour rester en contact, puisqu'on est tous en remote. Mais on utilise aussi InVision, Trello, un peu de Jira, beaucoup de Google Docs. Et après, il y a un autre outil spécifiquement pour la communication entre les designers et les développeurs. On utilise Zeppelin. D'accord. Vous voyez les mêmes outils Oui, je pense que c'est à peu près les mêmes outils. Je pense qu'il y a peut-être 2 points qui sont retranscrits par des outils. Le rôle du product manager, c'est souvent de faire le pont entre les besoins qui viennent soit des utilisateurs ou soit des pôles sales, marketing et les développeurs. Et du coup, tout outil qui facilite cette communication, que ce soit sur le design avec Zeppelin, qui permet justement, pour ceux qui ne connaissent pas, d'avoir directement les bonnes métriques en passant d'un mock-up design à une retranscription en CSS ou sur du mobile. Ou tout simplement un Google Doc. Moi, je passe beaucoup de temps à écrire des specs et je veille toujours à effectivement ce que tout besoin soit retranscrit à l'écrit parce que c'est la meilleure façon d'aller au bout de la résolution d'un problème. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Nous, on utilise à peu près les mêmes outils. Pour le tracking, pour l'analytics, on utilise Amplitude, qui est vraiment un super outil qui est gratuit. Donc quand on est une startup et qu'on n'a pas énormément d'argent, même quand on en a et qu'on veut pas trop, enfin on veut bien le dépenser, Amplitude c'est gratuit et c'est hyper bien fait. C'est un nouveau produit qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Après, on utilise Pop pour le prototyping. Après, il y a énormément d'outils qui sont disponibles sur le marché, même il y en a même trop. Donc, parfois, c'est même compliqué de faire. Quand on fait que de la veille sur des outils, finalement, on fait pas son produit. Donc ça, faut un peu faire gaffe aussi. Et après, on utilise aussi beaucoup Excel, tout simplement, en disant voilà, nos objectifs c'est ça, où est-ce qu'on en est, quelque chose de très simple, très efficace, parce que souvent on essaie d'avoir trop d'outils, et en fait, ça sert pas à grand chose. Donc il faut essayer de rester le plus simple possible, d'avoir des outils qui sont vraiment très utiles pour le quotidien, mais après, pas en chercher à en avoir plus, quoi. Ouais, quand tu dis on commence à avoir trop d'outils, la voix c'en est un, le fait est-ce que vous mettez tout à l'écrit, est-ce que tout passe en ticket, ou est-ce qu'il y a aussi des situations, je sais qu'à Meetup par exemple, on a parfois des demi-journées ou des journées où un designer et un dev qui bossent sur le même projet vont être assis physiquement pendant pendant la journée, côte à côte, et justement on enlève tous les outils pendant une journée quand on veut vraiment shipper une feature rapidement ou aller vite. Est-ce que il y a une part aussi dans votre organisation où on passe à côté de l'outil, et là ça tient plus des ressources humaines, la façon dont vous organisez l'équipe? Est-ce que vous avez ce genre de ou est-ce que tout passe vraiment Nous, on fait des sessions de, on va dire, live coding, c'est-à-dire qu'on travaille, on travaille d'abord sur Android, on push d'abord plein de nouvelles features sur Android pour pouvoir les pusher très très vite sur les stores, parce qu'en 50 minutes, c'est sur les stores et on peut calculer si ça marche ou pas. Donc du coup, sur Android, souvent, ce qu'on fait, c'est que notre designer travaille en live avec nos développeurs Android pour pouvoir directement pusher des features et développer des features sans forcément écrire des specs qui font des kilomètres de long et qui prennent énormément de temps. Et surtout, nous l'exemple, c'est qu'on est une team, on est 8 personnes, donc il faut aller très très vite. Donc on est obligé d'optimiser au maximum les process et pas trop en avoir aussi parfois. Donc on fait du live coding, ouais.
on est parti du principe que l'équipe produit, c'est designer, dev, un PM. Est-ce que pour vous, ça dépasse ça? Pour vous, c'est quoi le titre qu'on s'est donné? C'est comment est-ce qu'on crée une bonne équipe produit? Pour vous, c'est quoi une équipe produit? Quelles compétences on va chercher? Quel type de métier on retrouve? Et on peut aussi partir du principe que moi, j'ai des exemples de ce qui n'est pas une bonne équipe produit. Vous en avez peut-être, ça nous aidera tout autant. Le scénario idéal pour vous, c'est quoi la meilleure équipe produit par rapport à ce que vous avez vécu? Bonne question. Moi, je crois qu'à chaque fois que je suis arrivée dans une équipe, et j'ai connu des équipes de taille très différentes, de la start-up à une équipe du coup de 50 personnes, à chaque fois que je suis arrivée avec l'étiquette chef de produit, déjà, personne ne savait vraiment ce que j'allais faire. Et personne ne sait vraiment, même au sein d'une équipe, ce que vient faire une équipe produit. Et pourtant, on arrive toujours à peu près au même moment, au moment où il y a un peu de la défiance vis-à-vis de l'équipe tech et où il y a souvent une possession de l'équipe tech par un des pôles. Et je suis souvent arrivée dans des situations où le pôle tech était complètement réquisitionné, par exemple, par l'équipe sales, qui du coup faisait ce que j'appelle du doliprane, c'est-à-dire on vient patcher pour sortir rapidement des trucs sans forcément penser à la vision qu'on a du produit. Ou alors, dans une autre situation où je suis arrivée, et là, l'équipe tech était complètement, avait un backlog uniquement sur du tracking, donc des besoins de l'équipe web market. Et donc là, de la même façon, on n'avait plus cette vision de produit long terme qui doit driver, au final, la vision stratégique de la boîte. Et donc, du coup, le pôle produit, il a cet objectif, c'est-à-dire d'être un arbitre entre tous les besoins et l'exécution par le pôle tech. Donc déjà, par rapport à ta question, je sortirais même l'équipe tech du pôle produit. Le pôle produit, il doit être neutre et il doit être une passerelle entre les différents besoins et leur réalisation. Et du coup, c'est des designers, oui, parce qu'ils vont du coup travailler à la réalisation de solutions. C'est quelqu'un, un product manager, qui va être capable de savoir comment prioriser des features, de comprendre l'ensemble des besoins et de savoir discuter avec la tech. C'est peut-être quelqu'un qui a une vision plus analytique. Donc ça peut être différentes personnes, mais qui sont des personnes neutres, je pense, par rapport aux différents pôles sales, market de la boîte. Alors moi, j'ai eu des expériences qui étaient un petit peu différentes, où la plupart du temps, l'équipe produit était complètement intégrée à l'équipe de développement, où c'était un énorme pôle, où on travaillait tous ensemble pour aller dans la même direction, qui était de shipper de nouvelles features ou d'améliorer le produit existant. Donc, on a toujours été dans une configuration où les designers, les développeurs et les product managers travaillaient tous ensemble avec le même objectif, et où justement on avait peut-être parfois quelques soucis avec les sales ou les équipes marketing parce qu'elles n'étaient pas intégrées là-dedans, et forcément s'il n'y a pas une vision générale en fait dans toute l'entreprise de savoir où est-ce qu'on va, ça peut créer des conflits. Mais pour le pôle produit, il a toujours été intégré dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé à l'équipe technique. Et ça nous a évité d'avoir des conflits ou d'apporter, par exemple, des nouvelles idées, des nouvelles features à l'équipe de développement en leur disant vous n'avez plus le choix, plus d'autre choix que d'exécuter ce qu'on vous a préparé. On a eu parfois quelques soucis où l'équipe produit, de son côté, préparer quelque chose pour lesquels les développeurs n'étaient pas du tout d'accord, et ça a créé pas mal de conflits. Ça, c'était dans des petites startups qui avaient peut-être un petit peu mon expérience. Et moi, de ce que j'ai vu, de ce qui fonctionnait vraiment bien, c'est quand tout le monde va dans le même sens et collabore ensemble, en évitant de faire en sorte que les équipes soient concurrentes les unes avec les autres. Voilà. Ok. Juste dans la salle, pour avoir une idée avant de continuer, est-ce qu'il y a des product managers, juste avoir une idée? Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des designers qui sont dans la salle? Beaucoup plus. Et des développeurs? À peu près pareil. Ok. Il y a aussi mes parents dans la salle, donc shipper une feature, c'est sortir une fonctionnalité, parce qu'ils font semblant de tout comprendre depuis le début, c'est très gentil. Je te laisse continuer. Pour moi, une bonne équipe produit dans une startup, c'est une équipe qui s'engueule souvent. On ne va pas se le cacher, parce que souvent, il y a des conflits entre les designers et les développeurs. Les designers ont plein d'idées et ne connaissent pas forcément le travail qu'il y a derrière chez le développeur, ce qui est normal, et inversement, évidemment, pour le développeur avec le designer. Mais c'est une équipe qui s'engueule régulièrement.
mais qui arrive à shipper des produits, qui arrive à shipper des fonctionnalités. Donc en fait, il faut réussir à faire en sorte qu'il y ait une paix qui s'installe, un équilibre qui s'installe pour que, comme tu disais, on arrive à l'objectif à court terme, à moyen terme ou à long terme de la boîte, qui est d'arriver à telle métrique. Mais évidemment, ça c'est souvent un fantasme, on imagine que tout va bien, on ship très vite, très facilement, mais souvent les gens s'engueulent autour d'une table parce que pour des optimisations, évidemment, tout le monde est d'accord parce qu'il y a une feature qui ne marche pas. Mais par exemple, quand on veut shipper des nouvelles fonctionnalités, forcément, les gens vont s'engueuler parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait que ça va marcher, ça ne va pas marcher, etc. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu, s'accorder et... Qui prend la décision finale? Qui prend la décision? Chez vous, c'est toi, mais... Ouais, c'est moi, mais moi, je fais en sorte que tous les gens autour de la table donnent leur avis et au final, on arrive à trouver un équilibre. Mais oui, à la fin, il faut trancher en effet. Et du coup, avant de repasser la parole à Florence, juste pour vous, quand vous avez ce genre de débat, pour vous, c'est le PM qui prend la décision sur une nouvelle feature? Vous laissez parler vos designers? Comment est-ce que vous gérez parce que c'est pareil, hein, je pense qu'on vit tous la même chose. C'est pas facile d'avoir toujours cette vision super long terme de là où doit aller le produit. Et donc, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui est proposée, c'est là où on a le plus de débats. C'est rarement sur de l'optimisation d'une fonctionnalité existante. Mais qu'on débatte, c'est super intéressant. Je pense que le consensus au niveau produit donne des choses d'assez mauvaise qualité. Qui prend la décision finale? Est-ce que c'est justement le rôle de ce PM? Je ne sais pas comment vous fonctionnez chez YouAdvise. Ensuite, on pourra refaire un tour, mais qui tranche? Alors avant de répondre à ta question, sur une bonne équipe produit, je pense que c'est avant tout une équipe qui s'adapte aux problématiques qu'elle va rencontrer. Surtout dans les boîtes en croissance, il y a vraiment différents stades. Et il ne faut pas avoir peur de faire évoluer les rôles qui composent justement cette équipe-là. S'il y a des problèmes de qualité, il ne faut pas hésiter à mettre des gens qui sont vraiment chargés de la qualité. Après, je ne sais pas, nous, par exemple, en ce moment, on a des problématiques de comment faire mieux bosser les équipes ensemble sur des sujets techniques qui sont assez transverses et très communs à l'ensemble du produit. Il ne faut pas hésiter à créer des rôles spécifiques à l'animation de ces projets transverses. Donc voilà, une équipe qui s'adapte, une équipe qui est focus aussi sur les objectifs vraiment globaux de la boîte et pas auto-centré sur le produit. Je pense que c'est important et dans tous les métiers, à la fois au niveau du design, de la tech, voilà, des gens qui sont orientés finalement business et sur l'objectif vraiment final de la boîte et de ses clients. Et après, sur qui tranche, ce qui est important, c'est de bien définir les rôles. Et évidemment, il y a de la collaboration, il y a de l'échange. Ça, c'est assez. Après, c'est de la collaboration entre personnes. Mais je pense que c'est important de bien définir des rôles. Donc après, qui tranche, ça va dépendre chez nous. Si un sujet arbitré sur une fonctionnalité qui a été spéquée, quelle est sa complexité, quand est-ce qu'on peut la livrer, ça va être le lead dev qui va pouvoir faire ça chez nous. Qui va arbitrer sur la priorisation, ça va être le PM. Qui va arbitrer sur l'expérience et les choix qu'on va faire en termes de UI, ça va être le designer. Pour suivre, quand on parlait de cette vision-là, et tu dis la même chose, une fois qu'on a redéfini les rôles, c'est assez facile de savoir qui tranche ou comment on s'organise. Pour ceux qui travaillent dans des structures peut-être un peu plus grandes que la tienne, mais je pense que tu auras sûrement une réponse, on voit qu'il y a un modèle qui se dessine où dès qu'on passe un certain nombre de développeurs, un certain nombre de designers et qu'on a un produit qui devient un peu plus complexe, on crée des sous-teams, et ces sous-teams-là vont être répartis sur différents moments de l'expérience. Nous, à Meetup, on a une plateforme de communauté. On va donc avoir des gens qui gèrent la partie ticketing, RSVP, etc. D'autres qui gèrent la partie entrée des nouveaux membres, onboarding. Et là, on quitte complètement le parcours de l'utilisateur où tous les employés de la structure ont vraiment une idée de ce qui se passe quand un utilisateur arrive jusqu'au jour où il demande à se désinscrire quasiment. Comment est-ce que vous arrivez à réaligner autant de gens, autant d'équipes pour qu'une équipe qui bosse 6 mois que sur un élément de l'expérience ne soit pas complètement à côté de l'objectif commun? Là, on parle d'une structure qui a un peu grandi, que ce soit chez KissKiss, chez YouAdvise. Comment est-ce que vous voyez ça et comment vous l'anticipez dans des plus petites structures?
Oui, alors pour parler de ce qu'on fait, nous chez KissKissBankBank, effectivement, on a la spécificité d'avoir 3 plateformes avec 3 cibles d'utilisateurs différents. Donc c'est comme s'il y avait 3 équipes produits au final, sauf qu'on n'a pas voulu aller vers 3 équipes produits, 3 équipes dev sur les 3 plateformes. L'équipe tech, du coup, bosse sur l'intégralité des plateformes, et l'équipe produit, du coup, on est organisé avec un product owner par plateforme et des designers qui travaillent de façon transversale sur les 3 plateformes. Ce qu'on a mis en place du coup pour que ça fonctionne bien, c'est un design system. Donc là, on est en train de construire tout un kit UI et tout un ensemble de règles qui sont du coup respectées par les 3 plateformes et qui derrière va faciliter le travail des développeurs et aussi le travail de spécification ou de design. On utilise les mêmes outils, on utilise le même template de spécification et en fait, on enrichit une plateforme, on enrichit chacune des plateformes par les résultats de l'autre. Je vous donne un exemple. Sur les 3 plateformes, on a une expérience de paiement. Si on a testé quelque chose qui marchait sur l'une, on va forcément intégrer sur l'autre plateforme le résultat. Donc c'est d'autant plus enrichissant que d'avoir au final 3 équipes séparées, le fait que on partage ce qu'on fait sur chacune des plateformes. Tu parlais de paiement, juste pour redonner, parce que c'est vrai qu'on connaît vos marques tellement séparées que parfois on ne se rappelle plus du fait que c'est un groupe. Même si c'est des services différents, tu peux redonner rapidement les 3 plateformes. Du coup, on a KissKissBankBank, donc plateforme de financement participatif, donc principalement pour des projets créatifs. On a Hello Merci, donc qui est une plateforme de financement de prêts solidaires. Et l'Endopolis, donc, qui a été lancé il y a 2 ans, plateforme de prêts rémunérés aux PME. Donc on comprend qu'il y a quand même énormément de points communs, même si les services sont différents, et donc vous avez la même équipe tech. Exactement. Et vous avez de la division produit que quand vous rentrez spécifiquement dans une plateforme. Exactement. Ok. Julie. Alors pour avoir travaillé avec des équipes où justement on avait différents pôles design qui s'occupaient d'une seule tâche, en particulier, et par exemple, je me souviens d'un cas où on travaillait, nous, mon équipe, sur un onboarding, pendant qu'une autre équipe design s'occupait je crois bien que c'était des librairies, donc des librairies de titres musicaux. L'objectif là-dedans, c'était de pouvoir faire un point, en fait, toutes les semaines hebdomadaires, pour pouvoir présenter au reste des équipes, toutes les équipes design, toutes les équipes produits et développeurs, ce qu'on avait launché récemment. Comme ça, personne n'est à la traîne et ne sait pas que quelque chose sur le site a été mis à jour, parce que forcément, quand vous travaillez dessus, vous refaites pas l'inscription toutes les 2 semaines pour voir si un truc a changé. Vous n'allez pas visiter les pages de setting pour voir si quelque chose a été optimisé, etc. Donc, avoir le nez directement dans votre produit, c'est pas forcément la même expérience que vos utilisateurs peuvent avoir. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y avait une grosse modification ou une modification mineure, on faisait un point hebdomadaire juste pour montrer ce qui avait été changé. Avec toute l'équipe. Avec toute l'équipe. Ok. Ok, on a exactement la même chose. J'en profite parce que c'est la même organisation. On a la même chose à Meetup. On est 150 et tous les mercredis, on a 20 minutes avec une rapide intro du CEO, mais ensuite, voilà, les 3 grosses modifications de la semaine, qu'elles viennent de différentes équipes, elles sont représentées à toutes les équipes. Ouais. C'est toujours une introduction faite par un C-level, donc le CEO, le CPO, le CTO. Et ensuite, on fait une démo en fait, de ce qui a été changé. Et on explique surtout pourquoi ça a été changé et quelles ont été les améliorations au niveau des métriques à ce propos-là, pour que le reste de l'équipe comprenne et soit consciente que la modification n'a pas été gratuite et simplement pour nous faire plaisir. Marc-Antoine, vous êtes 8, mais pas toujours. Ouais, on n'est pas 150, nous. Ouais, mais pas toujours dans le même bureau. Donc, comment vous vous réalignez aussi Alors, ouais, nous, il y a des gens qui bossent en remote. Mais nous, ce qu'on fait, vu qu'on est une toute petite équipe, c'est qu'on divise en fait le développement produit par plateforme, par OS. Okay. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe d'abord, on a 2 développeurs Android et un développeur iPhone. Donc, les développeurs Android vont 2 fois plus vite que iOS. Pourquoi Parce qu'ils sont 2. Mais mais aussi pourquoi vous développez sur Android On développe sur Android parce qu'en fait, quand on push sur Android une nouvelle version, en 50 minutes, elle est sur le store. Voilà. Donc en fait, on va 2 fois plus vite du coup sur Android et ça nous permet en fait de tester les nouvelles fonctionnalités qu'on pousse. Et on a une règle qui est là aussi importante pour trancher, c'est que en gros, on se fixe 2 règles. La première, c'est si la fonctionnalité n'est pas utilisée par plus de 25% de nos utilisateurs, on la supprime.
Si on supprime une fonctionnalité, si on vient de supprimer une fonctionnalité que nos utilisateurs hurlent, c'est-à-dire écrivent sur les stores qui veulent vraiment retrouver cette fonctionnalité, on itère sur la fonctionnalité. Donc du coup, ça nous permet en fait de voir les fonctionnalités qui marchent sur Android, parce qu'en fait aujourd'hui on a pratiquement 1 mois et demi d'avance sur Android par rapport à iPhone. D'accord. Et du coup, ça nous permet en fait ensuite de dire, bah voilà, sur iOS on va développer ça, 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 ça et ça. Donc ça nous permet en fait d'avoir un développement beaucoup plus rapide avec une toute petite équipe. Et du coup de tester énormément de nouvelles choses, un nouvel onboarding, on a fait tellement d'itérations ces derniers mois qu'on était obligé de développer ce process-là, quoi. Florent, est-ce que vous avez des clients qui hurlent chez eAdvice quand vous retirez une fonctionnalité? Bon, il y a toujours des clients qui hurlent, hein. Nous, on a 5 équipes aujourd'hui et on a testé depuis septembre dernier de les animer par objectif. Ça peut être un objectif qui porte purement sur le business, donc vraiment sur le business qu'on va générer avec une nouvelle ligne de produit, ou sur des éléments qui portent sur la satisfaction client, des éléments qui peuvent porter sur la traction aussi d'utilisateurs qu'on va avoir sur un nouveau service qu'on a lancé. Et du coup, en fait, ces équipes-là, elles vont pas être cloisonnées sur une partie de produit, mais vraiment juste focus sur voilà, quel est l'objectif qu'on doit atteindre en tant qu'équipe. Et après, il y a beaucoup d'échanges en transverse entre les différents PM des équipes, les différents designers de chaque équipe, pour qu'ils puissent discuter sur les conventions graphiques, de code, etc. Et évidemment, il y a des moments un peu plus global dans la boîte, des démos, des meetings mensuels où le boss prend la parole pour réaligner tout le monde aussi sur la vision et les métriques clés de la boîte. Tu parlais à l'instant d'objectifs. C'est des objectifs, c'est une phrase, chaque équipe essaye d'arriver à ça ou de sortir ça dans 2 mois, ou c'est un métrique? Et vous devez dépasser ça, ou vous devez atteindre ça. Comment est-ce que vous organisez ces objectifs-là? Comment ils se matérialisent pour chaque équipe? Alors, jusqu'à présent, on a toujours eu des objectifs avec des métriques clés. Donc, par exemple, ça va être atteindre tel niveau de MRR, donc de revenus mensuels récurrents à 4 ou 6 mois. Ça va être atteindre tel niveau de satisfaction auprès d'un segment de nos clients. Donc voilà, c'est vraiment purement des métriques à chaque fois. Et après, ça, c'est des choses sur lesquelles aussi on réfléchit. Voilà, justement, il faut s'adapter. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le fait d'avoir un objectif, ça permet vraiment d'aligner l'équipe. Et tous les membres de cette équipe sont focus sur un même sujet. Mais on se rend compte aussi que parfois, chez certains profils, ça peut être difficile de se dire quel est l'impact de mon travail au quotidien, voilà, de telle fonction que je vais développer, de tel design sur cet objectif. Ça peut être parfois un peu indirect parce que des objectifs de business, ça peut concerner aussi les sales. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait orienté ça comme ça pour que les équipes puissent collaborer aussi en dehors du pôle produit et aillent voir les sales. Donc là, on est en train de réfléchir pour se dire finalement, plutôt que d'avoir une KPI, une métrique clé, peut-être qu'il faut que ce soit un peu plus granulaire pour qu'on ait des objectifs un peu plus métiers aussi, qui vont contribuer à un objectif plus global au niveau de chaque équipe ou du service ou de la boîte. Toujours sur le même sujet, parce que je sais que toi, vous avez beaucoup cette approche. On va dire il y a 2 écoles dans le produit sur la façon dont on fait évoluer une fonctionnalité ou dont on en crée une nouvelle. Soit il y a une grosse part d'intuition, il y a un CEO qui a une vision, qui est capable vraiment de l'appliquer. Soit il y a l'école quasiment Facebook, ça veut dire on ne fait bouger un truc que si on a le metrics qui change, on ne change pas une couleur, on envoie toujours tout en A/B testing. Est-ce que selon la taille de l'équipe produit que vous avez aujourd'hui, mais aussi si vous êtes capable de vous rappeler ce qu'elle était avant, même si les 2 écoles ne sont pas exclusives, juste pour l'exercice, est-ce que vous avez une préférence? Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous vous laissez guider uniquement par vos outils d'analytics, ou est-ce que des fois vous avez vraiment un débat qui commence uniquement par de l'intuition et l'avis de chacun et des gens qui bossent depuis 1 an sur un produit, quoi? En fait, ça dépend l'impact. C'est une question de priorité. En fait, ça dépend de l'impact. Si tu changes la couleur du bouton, qu'est-ce que ça va produire au final? Quel résultat ça va apporter? Si tu dis que ouais, on va essayer de changer la couleur du bouton, mais que tu sais pas exactement ce que tu veux derrière, là, oui, c'est sûr que bon, ça sert pas à grand chose de le faire. Nous, pour reprendre aussi ce que tu disais, nous on a une seule métrique dans la boîte qui compte, que tout le monde connaît.
et qui change en fait après tous les 3-4 mois. Donc nous, par exemple, pour donner un exemple très concret, au début, la métrique qu'on avait quand on a lancé le produit, c'est le pourcentage de personnes qui produisaient des contenus. D'accord. Voilà. Ensuite, là, on a par exemple 40% des gens chez nous qui produisent une vidéo, donc ce qui est un chiffre plutôt intéressant. Et maintenant, la seule métrique clé qu'on a, c'est la rétention sur les gens qui produisent des contenus. Parce qu'on sait que la valeur du produit est là-dedans. Donc du coup, en fait, on cherche dans les métriques là où est la valeur du produit. Nous, c'est dans le fait de créer une vidéo très facilement. Et du coup, toutes les fonctionnalités qu'on va créer vont être produites pour faire en sorte que les créateurs restent. Donc on va développer un système de like, on va développer un système de follow, on va développer des classements d'utilisateurs, etc. Et tout ça, en fait, est orienté autour d'une seule métrique. Là, les deux métriques que tu as citées, elles se suivent exactement. C'est une fois que vous avez un pourcentage qui produit des vidéos assez intéressantes, vous essayez de les garder. Vous essayez toujours d'avoir ce lien-là, ou des fois vous pouvez attaquer un aspect complètement différent. Ouais, on check ces métriques-là parce qu'évidemment, parfois il y a des régressions, parce qu'on fait on fait des nouveaux pushes et on se dit ah merde. On a reperdu là-dessus. Merde, en fait, les créateurs ils sont en train de partir. Donc du coup, il faut évidemment garder ces métriques-là, mais on a une seule métrique qui est autour vraiment de la proposition value. Julie, quand vous travaillez avec un client, selon la mission, j'imagine que vous pouvez parfois le suivre sur du long terme, parfois c'est juste pour une mission assez courte. Comment justement vous arrivez à faire évoluer, comment vous faites le suivi, je ne sais pas comment ça marche avec Product Hunt par exemple? Alors, généralement, en fait, on fait des très longues missions parce que faire du product design en one shot, ça sert strictement à rien parce qu'on ne peut pas suivre les métriques et les métriques sont vraiment super importantes pour savoir. Par exemple, l'an dernier, on a launché une nouvelle homepage de Product Hunt. Toute l'équipe de Product Hunt et nous, en design, on s'est un peu emballé en se disant c'est chouette, on va faire ça en mode magazine, patati patata. Bref, on s'est lancé dans un truc pendant des semaines et des semaines. On a impliqué la communauté pour avoir des commentaires des utilisateurs sur ce que nous, on avait maquetté. Tout le monde était super excité et au final, quand on a lancé ce truc-là, ça fait un énorme flop. Donc il y a une part d'intuition là-dedans où on s'était dit c'est génial, on est super passionné par ce truc-là et on fonce et la communauté fonce aussi avec nous, donc ça a l'air génial. Et il y a la réalité des métriques qui font que finalement c'est moins utilisable. Donc il y a un juste milieu entre les deux, à savoir sur quel type de produit vous avez vraiment envie de bosser et est-ce que ce que tu es en train de faire maintenant, tu as envie de le faire pour les 5 prochaines années et qu'est-ce que tes utilisateurs veulent vraiment. Il faut savoir naviguer entre les deux parce que si on ne suit que les métriques, forcément, on n'avance plus. Voilà. Et si on ne suit que l'intuition, forcément, on casse sa base utilisateur. Donc un juste milieu pour moi. Donc avec Product Hunt, pour avoir une idée, vous travaillez avec eux depuis combien de temps là sur cette dernière mission? Depuis 1 an et demi. Et vous pensez travailler avec eux pendant encore combien de temps? On est encore signé avec eux pour très longtemps. Ok, bon, non. Voilà. Super. Florent ou Solène, toujours sur cette question entre metrics, faire tout sur le chiffre et la part d'intuition qui vient aussi dans le fait de tester de nouvelles choses. Moi, j'ai pas encore trouvé de recette magique pour appliquer de l'analyse métrique sur de l'UX. Et donc sur l'UX, je travaille beaucoup à l'intuition. Je vous donne un exemple, l'expérience de paiement. Si on fonctionne, on a fait plusieurs tests. Et ça fait 2 ans que je travaille sur des flots de paiement, que ce soit sur du mobile ou sur du web. Si on écoute les résultats des données sur, par exemple, un changement de formulaire de paiement où on enlève les cadenas verts, toutes les mentions qui rassurent l'utilisateur, sur la première semaine, on va avoir un taux de conversion qui sera beaucoup moins bon. Et pourtant, si on regarde ce taux de conversion sur plusieurs mois, où on va avoir une expérience où il y a du repeat et où l'utilisateur revient, en fait, ce taux de conversion sur le même panel, il va être bien meilleur. Et donc, du coup, si on regarde ça sur une semaine, on se dit, non, on remet les cadenas, on remet les mentions, etc. Alors qu'en fait, sur du long terme, l'expérience utilisateur sera bien meilleure si on retire tout ça. Donc, faut faire, à mon avis, très attention. Et je pense que sur certaines choses, il faut y aller à l'intuition, regarder les résultats sur du beaucoup plus long terme et se dire aussi qu'est-ce que je veux construire, quelle est ma cible, est-ce que l'ADN de mon produit, c'est de la donnée, c'est de la tech ou c'est de l'UX. Et à partir de ça, je pense qu'on trouve des arbitrages cohérents. Ok. Florent, tu vois les choses Je pense qu'il faut, sur la partie vraiment stratégie de direction produit, il faut beaucoup d'intuition, mais en fait, c'est un mélange d'écoute, voilà, et savoir écouter les sales, le marché,
les devs, enfin voilà, toutes les personnes avec qui on peut travailler. Après, oui, il faut s'appuyer sur les métriques pour s'assurer de prendre les bonnes décisions ou contrôler si cette vision-là, une fois qu'on la teste, elle provoque quelque chose de positif. Et à ce moment-là, vérifier par la data. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait de bonne réponse à cette question-là. Il faut surtout fonctionner à l'instinct et après s'appuyer sur des datas et sur ses clients pour vérifier si on va dans la bonne direction. Il nous reste encore quelques minutes. Avant peut-être de poser des questions à la salle, comme on a la chance de vous avoir là, qu'on a quelques fleurons français, voire nantais, est-ce que vous, en ce moment, on peut parler un tout petit peu du recrutement, et si vous pouvez passer discrètement un message si vous êtes en train de recruter pour votre équipe produit, n'hésitez pas, il y a un peu de monde, il y a un live, c'est peut-être le bon moment. Sur le recrutement, comment en ce moment, surtout que vous êtes en pleine croissance, à quoi vous attachez? Quel est le process? Est-ce que vous faites rencontrer toute l'équipe? Alors nous, on a une grosse phase de recrutement, donc sur la partie produit. Hein. Ouais, on a une grosse, on est passé de 30 à pratiquement 60 là, sur les 12 derniers mois. Donc là, sur les prochains mois, on va plutôt digérer un petit peu tout ça et asseoir un peu notre organisation. Après, donc on continue quand même de recruter sur d'autres postes, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Sur le process, on a la chance, étant donné qu'on a grossi, d'avoir une équipe qui nous aide sur le sourcing, identifier des candidats. Externe? Quand tu dis une équipe, non, en interne, notre équipe RH. Et ensuite, on fonctionne beaucoup, en tout cas sur tous les métiers, à la design et tech, avec des tests, où on fait passer des tests aux candidats au départ, qui sont assez rapides à faire, mais qui nous permettent déjà d'avoir un petit peu de matière. Et ensuite, on a un process où on fait 3 entretiens. Un entretien avec des personnes de l'équipe, un autre entretien avec les responsables de la R&D, du service, et un entretien plus RH pour vérifier le fit culturel. Solène, enfin Marc-Antoine. Nous, on ne cherche pas forcément beaucoup de gens, parce que l'idée, c'est qu'on a vraiment tout optimisé pour faire en sorte qu'on ne soit pas beaucoup à travailler sur un produit qui peut être utilisé par des millions de personnes. Par contre, si dans la salle des développeurs Node.js, avec plaisir pour en parler, côté back-end. Voilà. Nous, on recrute particulièrement des product designers, donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour une expérience à l'étranger ou en remote, faut me faire signe. Je suis désespérée. À l'étranger, ce serait où? À San Francisco particulièrement. San Francisco. Non, mais les annonces de recrutement, c'est que pour les boîtes nantaises, en fait, sur le web. Ah, désolé. Voilà. Non, je le dis, parce que ça suffit la pub, là, quand même. C'est pénible. C'est la conclusion, c'est super. Non, Il y a des gens qui sont venus 3 jours et repartent avec un boulot, c'est ce qui me paraît être un bon festival. Merci beaucoup.